Comment je devrais m'impliquer activement dans ma communauté? Qu'est-ce qui pourrait être des façons de faire pour pouvoir m'impliquer activement en politique? Ce sont peut-être quelques questions qui vous ont passé par la tête ces derniers temps. Je m'appelle Anthony Hazard et grâce à l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, je pars découvrir un terrain encore inconnu pour plusieurs, la politique municipale. Grâce à diverses rencontres, échanges avec des acteurs du milieu politique, on découvrira les trucs, les astuces, mais aussi les secrets des acteurs de la politique municipale. Et tout ça pour vous donner le goût de vous lancer, vous aussi, en politique municipale. Parce que la politique municipale, pensez-y. Bonjour à tous et bienvenue au balado Pense-y de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Mon nom est Anthony Hazard. On s'accompagnera pour les 3 prochains épisodes de cette nouvelle série balado qui mettra de l'avant la politique municipale. J'aurai le plaisir donc de rencontrer divers intervenants dans le milieu municipal, des élus, mais aussi pas nécessairement des élus, peut-être des gens qui travaillent au tout près de la politique municipale, de la gouvernance locale. Et pour débuter cette première série de balados, la gouvernance locale, c'est quoi? Selon les statistiques d'élections de Nouveau-Brunswick, près de la moitié, soit 47%, des maires ont été élus par acclamation lors des dernières élections générales municipales en 2016. Au niveau des conseillers et des conseillères, on parle d'une personne sur 5 qui accédait à la fonction sans compétition. C'est quand même des données assez frappantes, hein? D'ailleurs, sur les 104 municipalités de la province, 17 ont même eu l'intégralité de leur conseil élu par acclamation. C'est donc tiré du rapport du directeur général des élections municipales en 2016. Pour débuter cet premier épisode de balado et pour aussi débuter la discussion aujourd'hui, j'accueille 2 invités de marque. Je vais les présenter comme ça. D'abord, Frédéric Dion, qui est directeur général de l'Association des municipalités francophones du Nouveau-Brunswick. Bonjour, Monsieur Dion. Bonjour, Anthony. Et à ses côtés, mais à distance, je vous rappelle qu'on est en pleine pandémie de la COVID-19 au moment d'enregistrer ce balado. Alors, on est tous à côté, mais on est à distance. Christine Griffin, qui est la directrice adjointe du regroupement féministe du Nouveau-Brunswick. Bonjour, Christine. Allô, Anthony. Je débute vers Frédéric, parce que je sais pas pour toi, là, de ton côté, je sais pas si tu sens ce que je sens. Ça sent les élections municipales. Je sais pas pourquoi. Mais dans les prochains mois, évidemment, on va rentrer en campagne électorale. On le sait, elles ont été reportées, ces élections municipales. Elles devaient avoir lieu en 2020. C'est finalement en 2021 qu'elles auront lieu en raison de la pandémie de la COVID-19. Pour nous faire peut-être un petit brin de contexte, un petit brin d'entrée de jeu, raconte-nous un peu l'histoire de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce que ça mange en hiver, la gouvernance locale, Frédéric? Eh mon Dieu, on commence avec une question assez large. Quand même, hein? Anthony, première chose, tu dis que ça sent les élections. En fait, ça sent depuis l'année passée. Ça fait un an et demi que ça sent, parce que tu l'as bien précisé. Il y a eu un report des élections générales qui devait avoir lieu en mai dernier, en mai 2020, en raison de la pandémie, bien entendu. Et la démocratie doit suivre son cours. Donc, les élus ont bien accepté de poursuivre leur mandat dans la grande majorité et finalement, ils vont compléter la 5e année. Ils complètent présentement la 5e année de leur mandat qui normalement dure 4 ans. Pour la question, Anthony, par quel bout on prend ça? La gouvernance locale, c'est cliché, mais je pense que faut préciser que c'est le gouvernement le plus près du citoyen, c'est le gouvernement le plus près de la population. Et je me rappelle, je pense que c'est Gérard Béliveau là qui maintenant directeur général à la commission des services régionaux du Sud-Est qui demandait à ses élèves là dans un de ses cours, il disait pour illustrer un peu ce que ça mange en hiver, il disait le matin, qu'est-ce que vous faites quand vous vous levez de votre lit? Les étudiants disaient je me lève, je m'en vais à la salle de bain,
j'ouvre l'eau, je prends ma douche. Ah, OK, ben déjà là, en parlant des premières activités, des premiers gestes qu'on pose le matin et tout au long de la journée, ben on fait référence à des services municipaux. Bien entendu, l'eau qui arrive dans nos maisons, dans la majorité des cas, lorsqu'on vit dans une municipalité, ça vient d'un service public, de l'aqueduc, et qui est offert par la municipalité. Donc, c'est un peu pour illustrer que au quotidien, dans la vie de tous les jours, dans tout ce qu'on fait, évidemment, après ça, le soir, dans nos loisirs, dans nos activités culturelles, récréatives, ben on se tourne vers des installations, des activités qui sont chapeautées ou des infrastructures qui appartiennent aux municipalités comme telles. Donc, les municipalités façonnent la vie des gens, leur offrent des services. Et là, je reviens un peu en arrière. Là. Souvent, parce que c'est plus tout à fait le cas. Les municipalités, on disait, c'est des services c'est des services, qui qu'on offre à la propriété. Mais c'est évidemment davantage que ça, c'est des services aux citoyens et c'est aussi là où on façonne la qualité de vie des gens, où on crée des milieux de vie dynamiques, que les gens sont intéressés de s'établir dans une municipalité pour X ou Y raison. Et surtout, c'est là que la municipalité peut jouer un rôle dans le développement de la communauté parce qu'on le voit actuellement, lorsqu'on parle de transport collectif, on parle même de mieux-être, quand on parle d'immigration, les gouvernements locaux jouent un rôle crucial à tous ces niveaux-là. Donc, je vous dirais, c'est un palier de gouvernement en bonne et due forme, reconnu formellement dans la loi sur la gouvernance locale depuis 2017. Et c'est un lieu où on prend des décisions qui ont un impact direct sur le citoyen. Dans une autre vie, Frédéric, j'ai eu la chance de t'interroger sur plusieurs dossiers, celui du partenariat notamment avec le gouvernement provincial sur les différents échanges que vous avez. À l'instant T, bon, excusez-moi, j'avais un appel, j'ai pas fermé mon téléphone. Parfait. Alors, je vais reprendre la question. Alors évidemment, Frédéric, là, dans une autre vie, j'ai eu la chance de t'interroger sur plusieurs sujets en ce qui a trait à la gouvernance locale et surtout en ce qui a trait au partenariat avec le gouvernement provincial, parce que vous échangez sur plusieurs dossiers de nombreuses reprises et il y a toujours une question qui revenait, c'était la collaboration avec le gouvernement provincial. Comment ça se passe? Et à l'instant T, je vais vous la reposer, cette question-là, Frédéric. Comment ça se passe avec le gouvernement provincial? Quelles sont les relations que vous avez établies jusqu'à présent? Ben, je vous dirais que c'est une situation ou une relation qui a évolué quand même beaucoup dans les dernières années. Effectivement, dans les dernières décennies, jusque je dirais au milieu des années 2000, ben la province a le réflexe de traiter les municipalités comme un palier de gouvernement inférieur, comme étant une attitude un peu paternaliste. Donc, les municipalités, c'est pas important, c'est nous qui décident. Parce que les municipalités ne sont pas reconnues dans la Constitution canadienne. La Constitution canadienne reconnaît deux paliers de gouvernement, le fédéral et le provincial. Et de façon, je vais dire péjorative, des fois on dit les municipalités ce sont des créatures de la province. Okay. Donc et des fois on a des élus, peut-être provinciaux ou même des fonctionnaires qui ont une attitude un peu condescendante. Mais je dirais cette façon de voir les choses-là a quand même beaucoup évolué et c'est de moins en moins le cas. Et il y a une relation plutôt d'égal à égal qui s'établit. Et je vous donnerai un exemple, la pandémie actuelle, où le gouvernement provincial, effectivement, bon, c'est sûr qu'au niveau de la santé publique, c'est la province qui prend les décisions, et on le voit, là, ces décisions-là s'appliquent dans tous les ministères, mais aussi au niveau des municipalités. Mais les relations établies entre la santé publique, le gouvernement provincial et les municipalités pour discuter des mesures qui doivent être mises en place, les nouvelles règles qui doivent s'appliquer lorsqu'on passe en phase orange, en phase rouge. Donc ça, c'est une relation étroite, une communication constante entre le gouvernement provincial et les gouvernements municipaux. Et ça, on le voit pas parce que ben, évidemment, ça fait pas l'objet de conférences de presse ou quoi, mais souvent, avant les conférences de presse, il y a des communications avec les municipalités par région, souvent, généralement,
pour justement interpeller les municipalités parce que le gouvernement provincial et la santé publique reconnaissent que le message passe mieux quand il est relayé par les élus municipaux. Ce sont eux les plus près de la population. Les gens ont confiance dans leurs élus municipaux et cette confiance-là se traduit par un respect des règles, par aussi une communication, souvent des préoccupations qui sont relayées après ça à la province. Donc, il y a, je vous dirais, une relation importante qui s'est établie et ça va de la reconnaissance, je dirais, du rôle des municipalités. Mais c'est juste une façon d'illustrer un peu que les gouvernements municipaux, la relation est de plus en plus d'égal à égal. Et donc, dans toutes les discussions qu'on peut avoir dans les dernières années, elles se sont beaucoup améliorées parce que, justement, on reconnaît l'importance des municipalités. Il y a toujours une évolution aussi du dossier, c'est ça l'important. Il y a une évolution du partenariat et sur différents aspects et avec différents organismes. Et aujourd'hui, comme je disais d'entrée de jeu, on a Christine Griffin, qui est la directrice adjointe du regroupement féministe, parce que pour l'avoir vu et pour y avoir assisté, pas pour y avoir assisté concrètement, mais pour avoir vu l'impact que ça a sur l'implication des femmes en politique, eh bien, l'Association francophone des municipalités et le regroupement féministe du Nouveau-Brunswick ont lancé plusieurs campagnes. Pas plus tôt que 2019, là, on avait #municiparité pour atteindre la parité dans le système de la gouvernance locale. On a eu la campagne On est prête. J'aimerais entendre Christine Griffin. Aujourd'hui, on est en 2021. Est-ce que on sent de plus en plus l'intérêt de voir, c'est-à-dire de voir une parité dans les conseils municipaux, de voir une diversité au travers de leur appareil municipal? Est-ce qu'on le sent, cette volonté-là? Oui, absolument. Je pense que dans les derniers mois, on a vu de plus en plus de groupes locaux, on appelle ça des grassroots groups, oui, qui s'organisent autour de la création d'écoles de campagne. Ce sont vraiment des femmes qui sont soit intéressées par la politique locale ou soit intéressées à mettre plus de femmes dans la représentation de la politique locale pour justement arriver à cette parité-là, arriver à cette diversité-là. On sait qu'il y a seulement 30% des représentantes municipales qui sont des femmes. Ouf. Fait que c'est un chiffre qui est quand même très faible. On a du chemin à faire. On a beaucoup de chemin à faire. Mais c'est intéressant de voir tous ces groupes ici qui s'organisent autour de la gouvernance locale, justement pour apprendre dans les écoles de campagne, pour se préparer entre elles pour leur campagne, pour le networking. Fait que tout ça, c'est vraiment intéressant à voir. Évidemment, l'objectif du RFNB, c'est de voir la diversité et la représentation dans les conseils municipaux de la même façon qu'on la voit dans les communautés, c'est-à-dire la représentation de ces communautés-là en proportion de les gens qui occupent la communauté. Donc, c'est vraiment cool de voir dernièrement les groupes qui s'organisent autour de ça et l'intérêt que ça suscite. L'intérêt que ça suscite, et on parlera des défis que ça comporte un peu plus tard, parce que il y en a des défis pour les minorités, pour les femmes aussi, en tant que telles, on se le cachera pas. On en parlera donc un peu plus tard dans le balado. Mais l'initiative que lance aujourd'hui l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick a vraiment comme but de mettre à la portée de tous de l'information factuelle par le biais d'une plateforme formelle. On se le cachera pas, malgré qu'on est dans un style un peu informel dans la discussion aujourd'hui, puis c'est l'objectif évidemment pour lui donner du goût, du dynamisme, parce que parler de gouvernance, d'élection, ça peut paraître plate. L'objectif, c'est pas que ça paraisse plate, justement, mais ça peut faire aussi la différence entre j'ai envie de poser ma candidature, mais je ne suis pas assez sûr de savoir comment ça marche, et j'ai envie de faire une différence. Avec la bonne information, je me sens en confiance. Je sais que ce qui pourrait m'attendre en gagnant mon élection. Avant de s'engager sur un mandat de 4 ans, j'imagine que c'est quand même assez important de savoir dans quoi on s'embarque si on est élu, Frédéric, là. C'est clair que c'est une réflexion qui doit se faire à l'avance et pas seulement sur un coup de tête. Là. C'est
c'est nécessaire de bien mûrir cette possibilité-là de se présenter. Cela étant dit, il ne faut pas non plus que cette réflexion-là devienne un frein. Donc, tu sais, des fois, quand on y pense trop, on se met des barrières nous-mêmes. Et donc, on veut trouver le juste milieu. On veut que les gens soient informés. Mais on ne veut pas faire peur aux gens. Parce que oui, ça demeure une responsabilité importante. De siéger sur un conseil municipal, tu sais, si tu prends des décisions qui ont une incidence directe, là, je le répète, là, sur les citoyens, donc tu as un pouvoir de taxation, tu gères des budgets de plusieurs millions de dollars, tu vas aussi des fois faire face à de l'adversité. Il y a des décisions qu'on prend qui ne sont pas toujours unanimes ou qui ne créent pas toujours un grand enthousiasme. Des fois, il y a des décisions difficiles à prendre. Ben oui. Mais cela étant dit, c'est une expérience extrêmement enrichissante parce que de représenter tes concitoyens, c'est un honneur, c'est un privilège, mais c'est aussi une façon de faire entendre leur voix. Et c'est pour ça que je reviens un peu à ce que vous avez discuté et ce que Christine mentionnait, l'importance d'avoir tous les gens qui représentent notre société et certainement d'avoir l'équité au sein des conseils municipaux pour que ces voix-là ne soient pas ne soit pas caché ou qu'on ait l'écho réel du terrain et qu'on soit en mesure de bien représenter tous les aspects, les variantes de nos communautés. Donc, d'où la nécessité effectivement d'avoir la représentation la plus équitable possible. Et on est loin du compte, on le sait, là, les chiffres, vous les avez mentionnés encore là. Donc, on a du chemin à faire et les efforts doivent se poursuivre. Mais on veut clairement inciter les gens à réfléchir, à songer sérieusement et surtout à se faire confiance. Je pense que c'est un peu ça des fois la difficulté et des fois aussi quand on n'a pas un réseau étendu, souvent ceux qui se présentent, ils ont un réseau un peu plus grand, leurs pairs les encouragent. Donc c'est pour ça aussi que dans les communautés moins disons bien représentées actuellement, incluant les femmes, c'est s'assurer qu'il y ait des réseaux pour ces gens-là, pour les appuyer, pour qu'elles puissent y réfléchir et certainement avoir le soutien pour poser leur candidature. Évidemment, il y a le soutien des membres de la famille, des amis, des pairs, peu importe comment on veut les appeler. Mais on n'est pas tout seul si on n'a pas un réseau élargi puis qu'on connaît pas tout le monde qui est au Tim Hortons de Saint-Quentin par exemple qui vont prendre leur café. C'est certain que il y a des ressources qui existent. Là. On n'est pas dépourvu de ressources. Je sais que sur le site web d'élection de Nouveau-Brunswick, évidemment, on présente beaucoup d'informations pour les potentiels candidats. Mais j'imagine, Frédéric, il y a d'autres ressources disponibles là, pour s'informer de ce que c'est la vie dans le monde municipal. Là. C'est ça qu'on essaie de créer. Christine a fait référence tantôt à des écoles de campagne en 2016 et on va essayer de le recréer cette fois-ci là, de mettre en place des réseaux je vais les appeler de mentors là, à la limite là, de gens qui et de femmes entre autres qui sont déjà en politique, qui se sont déjà présentés, qui ont déjà fait campagne, qui peuvent venir épauler, aider, répondre à des questions de d'autres femmes qui souhaitent se présenter de leur côté. Donc, nous, de par ces campagnes-là, c'est certainement de mettre les gens en réseau, de démystifier la chose et de fournir des informations, effectivement, qui, oui, sont disponibles sur Élections Nouveau-Brunswick, mais aussi peut-être une aide pour plus pointue, c'est-à-dire là pour amener les femmes et les autres personnes à se présenter. Donc, tu sais, nous, la question de l'équité, c'est un enjeu sur lequel on se penche à la FMNB depuis plus de 10 ans. Et tant qu'on y arrivera pas, ça va demeurer une priorité. Lorsqu'on pose la question à nos membres, c'est une priorité de chercher à atteindre l'équité, l'égalité là, au sein des conseils municipaux. Donc, suivant ça, on va poursuivre nos efforts. Et c'est pour ça que les collaborations avec le regroupement féministe qui a accès à des réseaux que nous, on n'a pas, qui peut faire d'autres travails. On sait qu'il y a des organismes aussi dans les régions qui s'intéressent aux dossiers, qui
qui crée un mouvement aussi pour soutenir là, l'appui de candidatures féminines. Donc nous, c'est certainement ça qu'on veut encourager et qu'on veut appuyer. Et au regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, je pense qu'on l'a senti, ce besoin-là, puis les chiffres à l'appui, évidemment, le démontrent. Autre que les écoles de campagne, comment ça se passe dans le réseau du regroupement féministe pour mettre de l'avant ces différentes initiatives, mais aussi de les inciter à s'impliquer en politique, parce que je crois que c'est clair, l'objectif c'est d'atteindre la parité au sein des conseils municipaux et ça doit passer par les femmes aussi, là. Oui, absolument. Je pense que c'est important aussi de mentionner que la parité est importante, mais aussi la diversité entre les femmes. Donc, oui. C'est quelque chose dont on parle beaucoup à RFNB. C'est une de nos valeurs fondamentales, c'est l'approche de l'intersectionnalité. Donc, ce qui comprend voir les femmes dans toute leur diversité et voir comment est-ce que les différents systèmes agissent sur eux de par leur genre, de par leur sexe, de par leur origine ethnique. Donc, vraiment, pour nous, c'est une approche comme ça. On travaille énormément à mettre de l'avant le plus d'informations possible sur justement les politiques, que ce soit au niveau municipal ou provincial. On a des projets dans les deux. C'est sûr que les projets comme Municipalité et comme En avant tout nous facilitent la tâche de mettre de l'avant les informations nécessaires pour que les femmes veulent se présenter, mais aussi pour que les municipalités veulent être en mesure d'accueillir les femmes. Donc, il y a plusieurs changements dans le guide de municipalité qu'on a proposé pour les municipalités pour justement qui mettent en place des mécanismes pour favoriser la participation des femmes. Je trouve ça super intéressant que Frédéric a touché sur le temps que ça prend pour avoir assez d'informations et pour penser à ces choses avant de se présenter en politique. Je pense que les dernières statistiques que j'ai vues disent que les femmes sur moyenne doivent être demandées plus de 30 fois avant qu'elles décident de se présenter en politique. Ah ouais. Oui. Donc, on sait que c'est une décision qu'elles prennent pas à la légère. On sait aujourd'hui que les femmes sont dans les familles sont beaucoup plus prennent beaucoup plus de temps sur les tâches familiales. Donc, on a l'impression que ça a changé, mais on sait que les femmes passent en moyenne 50% de leur temps de plus que leur partenaire masculin sur les tâches ménagères, sur la garde des enfants. Donc, la vie politique peut avoir une incidence sur tout ça. De notre côté, notre objectif est vraiment de mettre de l'avant les informations pour les femmes, pour que, comme Frédéric a dit, que ça les fait pas peur, mais qu'elles soient informées sur quoi ça demande être en politique, et aussi à informer les municipalités sur comment est-ce qu'ils peuvent modifier ou accommoder plus ces situations-là. Donc, ça vient vraiment des deux côtés. Parce que justement, moi, la chose à laquelle que je pense là, présentement, c'est évidemment les chiffres à l'appui. Encore une fois, bon, les femmes font plus de tâches ménagères que les hommes, mais je pense aussi que les femmes ont de plus en plus un rôle actif dans la société. C'est plus seulement puis la vieille mentalité de penser, la femme à la maison qui fait le ménage, puis c'est juste ça qu'elle fait. Aujourd'hui, elle a un travail, elle a un revenu, elle contribue au foyer. C'est d'autant plus important, je pense, que la femme prend ce genre de décision-là et que ça, justement, c'est une incidence très importante quand on décide de se lancer en politique. Là, c'est ce que j'entends. Absolument. Ce qu'on entend souvent aussi des femmes à travers ces projets ici, c'est j'aimerais bien, mais tu sais, j'ai pas le temps, ou j'aimerais bien, mais mon réseau est pas assez grand. Donc c'est pour ça que je pense que les ressources qui sont créées, par exemple par l'Association francophone des municipalités, pour justement créer des écoles de campagne, créer ces programmes de mentorat-là, sont très importantes parce qu'on entend souvent de les femmes qu'on sonde dans le cadre de ces projets ici qu'elles ne se sentent pas comme si elles ont accès à ce genre de choses. Puis là, on peut penser vraiment à des situations très spécifiques. Si on pense à des femmes nouvellement arrivées, des femmes immigrantes qui ont peut-être même pas eu la chance de bâtir leur réseau, mais que ça intéresserait de se lancer en politique, c'est des ressources qui sont très importantes pour ces personnes-là. On parle de gouvernance locale aujourd'hui dans ce premier épisode du balado Les élections municipales Pense-y, présenté par l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. De prime abord, quand je pense à la gouvernance locale, il y a 3 dossiers, moi, qui me passent par la tête, qui m'arrivent et que je me dis, ben oui, c'est ça qu'ils font tous les jours. Je pense aux eaux,
les eaux évidemment, les égouts. Je pense aussi aux taxes. Est-ce qu'on les monte? Est-ce qu'on les descend? On les monte des fois plus souvent qu'on les descend. En tout cas, ça c'est l'opinion populaire des gens. Mais c'est pas seulement des dossiers qui suscitent les passions, évidemment, en gouvernance locale. Mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres dossiers qu'on peut toucher en gouvernance locale. Frédéric, j'ai besoin de savoir davantage sur la gouvernance locale. Quels sont les autres dossiers qu'un conseil municipal ou qu'un conseiller, qu'un maire peut toucher dans son mandat? Ben écoute, Anthony, tu en as nommé deux importants, Oui. mais c'est souvent ceux qu'on a en tête, là, mais puis souvent pas pour les bonnes raisons, là, on s'entend. Non, et je tiens à préciser aussi une particularité, petit détail, mais les municipalités ne peuvent pas faire de déficit. Donc la nécessité de toujours présenter un budget équilibré et des fois d'augmenter les taxes vient du fait qu'on ne peut pas pousser en avant certains investissements qu'on doit faire aujourd'hui. Mm-hmm. Donc oui, c'est possible pour une municipalité d'emprunter, mais c'est sur un montant sur une période de temps très précise et on doit toujours présenter un budget équilibré. L'autre, donc je reviens à ta question, Anthony, c'est clair au niveau des services, ils sont nombreux. Donc on parle au niveau de la sécurité incendie, les mesures d'urgence. Qui se rappelle évidemment de la crise du verglas qu'on a connue là dans la péninsule acadienne, dans le comté de Kent là. Il y a quelques années, ou même quand on a eu des ouragans et tout ça, c'est qui les premiers à intervenir au niveau local, mettre en place les mesures quand on a besoin des centres d'hébergement? Bien entendu, ce sont les municipalités qui doivent protéger leur population. Donc, au niveau des services de police, les municipalités font appel souvent à la GRC pour offrir le service, mais elles vont aussi mettre des fois en place des stratégies de prévention de criminalité, d'inclusion sociale, une approche communautaire, des fois autant que possible là, au niveau des services de police, pas juste des mesures de répression. Donc, après, on va s'intéresser l'aménagement du territoire. Ça, c'est un élément fondamental, je vous dirais, du rôle des municipalités. Quel genre de milieu de vie que l'on veut, quelle activité que l'on veut sur notre territoire, où ces activités-là vont être concentrées, dans quelle partie de la municipalité. Et c'est un peu là une aberration au Nouveau-Brunswick, puis je veux pas entrer dans ce dossier-là parce qu'on finira plus, mais au niveau de l'absence de gouvernance locale, c'est une grande majorité de notre territoire. On se rappelle qu'il y a encore 30% de la population qui vit dans des districts de services locaux et dans une majorité de cas, il n'y a pas de règles d'aménagement dans ces régions-là. Donc, on a un développement anarchique de notre territoire encore au Nouveau-Brunswick. C'est une grande proportion, mais c'est pas le cas dans les municipalités parce qu'on a une obligation d'adopter un plan d'urbanisme. Mm-hmm. Donc ça a une incidence encore là sur la qualité de vie, sur encore là des fois les défis qu'on peut connaître au niveau du vivre ensemble, au niveau des fois du logement, au niveau des transports. Après ça, je vais entrer toute la question des changements climatiques. Qui peut souvent mieux intervenir, mettre en place les règlements pour réduire les gaz à effet de serre au niveau des bâtiments, au niveau des voies de circulation, au niveau des transports, ce sont les municipalités. Mm-hmm. Les infrastructures sportives, récréatives, culturelles, les municipalités, même si c'est pas elles le font dans certains cas, mais qui organisent, par exemple, des festivals ou des grands événements, elles sont toujours en appui, elles sont des partenaires de prédilection, elles vont initier souvent les événements pour créer le milieu de vie qui évidemment rend notre communauté intéressante, des événements qui sont prisés par nos citoyens, par les visiteurs. Donc également, je vais dire toute la question du développement touristique, du développement économique. Les municipalités sont des parties prenantes importantes de ces stratégies-là. Quand elles ne sont pas les instigatrices au départ. Toute la question, je l'ai dit tantôt, du transport collectif, le transport en commun dans les grandes villes et de plus en plus en région rurale, on cherche des façons, les
municipalités cherchent des façons d'avoir un transport collectif entre les communautés d'une même région parce que c'est essentiel pour les gens qui sont à faible revenu, pour les immigrants qui arrivent dans nos communautés. On a de la misère à les attirer parce que justement, il n'y a pas ce genre de service-là. Oui. Donc, écoute, Anthony, je pourrais continuer. La liste est longue. J'ai nommé une longue liste, mais tu sais, moi, c'est pour ça que ça m'insulte. Et quand on dit, les municipalités, c'est service à la propriété. OK, ça, c'est la perception des années 60. Immédiatement après Chance égale, on avait cru que les municipalités, ça allait être des services à la propriété. Le développement de toutes les régions allait passer par Fredericton, alors qu'on s'est rendu compte assez rapidement qu'on a créé un vide et les municipalités ont comblé ce vide-là parce que c'est le local qui prend des décisions importantes sur le développement de nos communautés. En tout cas, Frédéric, ça en fait des dossiers, hein. Il y en a plusieurs. Il y a plus que juste les eaux, les égouts, les taxes. Ça, c'est clair. Mais est-ce qu'une personne élue a besoin d'être experte dans tous ces domaines-là pour se présenter en politique? Non, absolument pas. Écoutez, non. Je pense que l'idée de tous les élus, et que ce soit peu importe le palier de gouvernement, c'est que les gens arrivent avec leur vision des choses, leur expérience, leur connaissance, et après, il y a des discussions. C'est un débat démocratique qui a lieu. Il y a des fonctionnaires, évidemment, au niveau de la municipalité qui font un travail de préparation des dossiers, et les élus vont, évidemment, apporter leur perspective, apporter leurs priorités, mais au final, il y a un équilibre qui se crée, il y a une discussion démocratique qui s'installe et les élus apprennent également à maîtriser ces dossiers-là au fur et à mesure de leur implication, de leur mandat qu'ils complètent. Et on le voit, là, il y a des élus municipaux qui font 1, 2, 3 mandats, donc ils deviennent habilités, ils maîtrisent de mieux en mieux, je dirais, l'ensemble de ces dossiers-là, mais c'est impossible d'être un expert à tous ces niveaux-là. Et souvent, il y a des gens qui viennent avec des points de vue très précis. Il y en a qui veulent défendre la cause environnementale, il y en a d'autres que c'est pour la question des transports. Et finalement, ces gens-là apportent une richesse, apportent des points de vue intéressants, je le répète, mais somme toute, l'idée, c'est d'avoir un équilibre au sein des conseils et on revient toute à la question de la représentation paritaire, égalitaire, la diversité, et c'est ça qu'on cherche parce que l'équilibre vient de là. Aussi, oui, effectivement. C'est un très bon point de vue. Je sais pas pour vous, mais moi je regarde des émissions évidemment de différentes émissions, mais celle qui récemment m'a fait penser justement à ce balado-ci, c'est les belles histoires des pays d'en haut. Il y a le fameux Séraphin Poudrier, hein, qui est le maire. On dépeint quand même un portrait assez particulier de la politique municipale autour des années 1880. Puis on remarque que le maire en menait aussi pas mal large. Je sais pas si vous êtes des fans de la série, mais ma question s'oriente plutôt comme ça, c'est que 140 ans plus tard, en 2021, dites-moi comment ça a évolué en politique municipale. Est-ce que c'est une activité démocratique aujourd'hui? Comment ça fonctionne vraiment, un conseil municipal? J'ai le goût de vous entendre là-dessus, puis de voir justement c'est quoi cette évolution-là dont on parle au sein des conseils municipaux. Peut-être Frédéric pour commencer. Oui, je parle beaucoup, je vais laisser la place à Christine également. Absolument. Mais rapidement, oui, je pense que ça a évolué beaucoup. Tu sais, le maire, oui, il y a un rôle important, c'est le rôle de porte-parole, mais au final, actuellement, dans les municipalités et dans la loi, c'est que le maire est là pour présider les réunions. Ce sont les conseillers, conseillères qui votent et qui finalement ont le dernier mot. Et oui, lorsqu'il y a égalité, le maire peut trancher, mais il doit se rallier après ça à la décision, peu importe le point de vue qu'il a pu avoir dans le débat. Mais le maire a un rôle de leadership, un rôle d'instigation, des fois d'amener des dossiers à l'ordre du jour. Mais les conseillers conseillères, on l'oublie souvent, ce sont eux qui détiennent les vraies rênes du pouvoir. C'est eux qui tranchent les questions et qui donnent l'orientation à la municipalité. Ça donne un excellent tremplin pour discuter justement de diversité parce que on retourne 140 ans en arrière, Christine. On parlait pas là, de parité, d'égalité, de travail, famille, implication politique, de la conciliation, de tout ça. C'était pas des sujets du tout qui étaient à l'ordre du jour. Comment, selon vous, ça a évolué dans la société lorsqu'on en parle en 2021?
Je vais jouer l'ingouvernable. Je pense que je vais répondre à l'inverse de la question. Donc, je pense que oui, les choses se sont énormément améliorées, mais en toute transparence, c'est encore un old boys club. Il y a encore énormément surtout quand ça vient à juste se rendre sur le conseil. On sait que sans le vouloir, les personnes qui y sont déjà recrutent des gens qui leur ressemblent. Donc, si un conseil municipal est composé de 12 hommes, mais c'est probablement 12 hommes qui vont recruter. Donc, on ressent de plus en plus une volonté de vouloir recruter des gens à l'extérieur de nos réseaux, vouloir recruter des femmes, des personnes issues de la diversité. Mais je te dirais que si on regarde aux statistiques, ça n'a pas changé tant que ça. Donc, il y a une volonté, ça s'en vient. Mais 30% de femmes est encore un changement. C'est pas suffisamment comme changement. C'est intéressant. Puis, quels sont les défis, justement, qu'on a lorsqu'on parle de la diversité? Quels sont les blocages présentement? Un des blocages qu'on a le plus vu à travers de nos recherches et de nos projets, c'est vraiment cette idée-là de réseau invisible et de recrutement de les personnes qui nous ressemblent le plus. Donc, c'est un réflexe très naturel. Les gens qui sont dans nos entourages de plus en plus vont nous ressembler. Mais on voit certainement une ouverture dans les dernières années de briser ces réseaux invisibles-là et vraiment de recruter des gens à l'extérieur de ça. Mais je te dirais que une des barrières qu'on voit le plus excuse-moi, laisse-moi reprendre. Mm-hmm. Une des barrières qu'on voit le plus souvent, et ça nous est dit par les femmes, justement, qui souhaitent se présenter, c'est qu'elles savent pas par où commencer parce qu'elles ont pas de contact à l'intérieur. Surtout, on peut penser au Nouveau-Brunswick où est-ce que, tu sais, la première question qu'on se fait poser, c'est à qui la fille? À qui le garçon? Tu sais, les liens familiaux, les liens de réseau sont encore très, très, très forts ici, puis ça peut être très difficile à briser ces liens-là ou à rentrer dans un réseau. Donc, je pense que pour ce qu'on a vu, c'est vraiment ça le plus grand défi. Donc, là, je veux comprendre concrètement, OK? Je pose ma candidature, mettons, la semaine prochaine, OK? Et là, je gagne mon élection le 10 mai. J'ai aucune expérience de comité, je sais pas comment se déroule une rencontre, les règles à suivre, là, tout le patatras d'une rencontre du conseil municipal. Comment je peux me préparer comme personne, puis on aura la perspective de l'autre côté avec le regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, mais comment je me prépare à ces réunions-là? Frédéric, je suis un peu dans le néant. Guidez-moi. Bon, mais je pense que Christine a fait référence à la question des réseaux, la question de sensibilisation, mais aussi de répondre à ce genre de questions-là, Anthony, sur comment ça va fonctionner un coup si je me fais élire. Donc, déjà, c'est important pour les gens de savoir, tu sais, de démystifier un peu le fonctionnement du conseil municipal. Mais après l'élection, c'est sûr que là, il y a des activités pour informer les nouveaux élus de leur rôle, de leurs responsabilités. Donc, souvent, il y a des sessions à l'interne de chacune des municipalités. La province va organiser aussi des sessions à l'attention des nouveaux élus et aussi la FMNB, on a développé là lors des dernières élections, après ces dernières élections-là, des formations pour justement couvrir certains aspects qui, à notre avis, sont importants du rôle des élus municipaux. Donc, je pense que c'est une responsabilité partagée. Mais moi, je pense que ta question, Anthony, c'est des fois d'être capable de répondre à ces questions-là avant, parce que, à mon avis, c'est une barrière. Les gens ont peur de ce qu'ils connaissent pas, et ça peut être un frein, je dirais, à la mise en candidature là, disons, d'une personne qui est hésitante parce que justement, elle ne sait pas trop dans quoi elle s'embarque. Et puis pour en connaître personnellement des élus qui avaient pas une si grande expérience que ça en matière de comité, de conseil d'administration, de gouvernance, ils font très bien leur chemin aujourd'hui, puis ils ont appris les bases justement et sont devenus presque des experts finalement en gouvernance locale. Donc ça prend pas grand-chose, ça prend simplement de s'asseoir et d'en apprendre davantage, c'est ce que j'entends. La seule chose que je dirais, puis souvent, moi, c'est qui me dérange un peu dans le sens que les gens qui se présentent en politique municipale, elles vont pas aller dicter
aux employés quoi faire au quotidien. Mais non! Les élus municipaux sont là pour donner les grandes orientations de la municipalité. Oui, de voter des règlements, mais après ça, bon, s'il y a une planification stratégique aussi, se pencher sur celle-ci et de l'entériner ou de la valider. Et idéalement, on va consulter les citoyens aussi dans le processus. Mais c'est pas vrai que les élus disent moi je vais aller là puis ça va changer puis l'employé puis tu sais on le voit ça des fois là dans certaines municipalités un élu qui cherche à aller dire à l'employé des travaux publics quoi faire, comment faire son travail puis où est-ce qu'il doit intervenir. Ça, là, c'est une erreur. Si les gens pensent à se présenter en politique pour faire ce genre de choses-là, il faut pas du tout envisager son rôle de cette façon-là. Ça, c'est les vieilles façons de faire. Parce que c'est la raison pourquoi on embauche un directeur général, c'est pour gérer les employés, finalement. Et voilà. Et t'as un bon point, Anthony. Le seul employé municipal qui répond au conseil, c'est le directeur général. Et le seul employé qui reçoit des directives du conseil municipal, c'est le directeur général. C'est la zone tampon, là, le lien de important qui doit faire justement la transition entre les décisions politiques et l'administration. Ben c'est à travers la direction générale, mais les élus sont pas là pour dicter au quotidien comment on gère la boîte, puis avoir, disons, un mot à dire sur les questions d'intendance et de cuisine, on va dire. On parlait un peu plus tôt là, du défi pour les minorités, les femmes, pour la diversité de genre, de s'impliquer en gouvernance locale. Mais j'imagine que le défi est pas seulement en gouvernance locale. On sait c'est quoi les obstacles à l'instant T qui fait justement ce blocage-là. Mais on parlait d'implication, de comité, de savoir un peu la base, d'avoir un peu une petite base avant de se lancer en politique. J'imagine, Christine, que les défis existent pas seulement en gouvernance locale, ils existent partout, là. Oui, justement, le RSLD a aussi fait un projet qui visait à faire des changements à l'intérieur des partis politiques provinciaux pour justement augmenter le nombre de femmes qui se présentent. Puis je te dirais que les obstacles ont pas mal été les mêmes. Donc ça a été un peu choquant de voir, choquant et pas, de voir que les mêmes défis qui se présentaient aux femmes qui voulaient se présenter de la gouvernance locale se présentaient aux femmes qui voulaient se présenter en politique provinciale. Puis j'oserais même dire que si on ferait la même chose pour les politiques fédérales, ça serait pas mal semblable. On arriverait à la même conclusion. Ça arriverait à la même conclusion. Donc, je pense que c'est tout à fait intéressant que c'est les mêmes choses. Fait que ça veut peut-être dire que le système comme tel a peut-être pas été bâti par des personnes qui prennent en compte la réalité des femmes et la réalité des personnes de minorités visibles et la réalité de la diversité au sein de la gouvernance. Frédéric le soulignait il y a quelques instants, s'engager en politique, on le fait en général par conviction. On veut changer les choses. Bon, il y a certaines manières de changer les choses. On va pas tout changer non plus l'appareil municipal, mais souvent c'est aussi quand on voit des choses qui se passent dans la communauté ou qui viennent nous chatouiller une certaine corde sensible en nous et on peut ressentir un sentiment d'urgence à s'impliquer. On l'a vu, je sais qu'on l'a vu aux dernières élections provinciales, après des défaites de certains partis, on a vu une certaine ressurgescence, voilà, bon, je vais l'avoir éventuellement, de s'impliquer en politique. Mais en politique municipale, ça fonctionne de la même façon. On peut trouver quelque chose d'épouvantable et on veut amener des solutions à la table. On se le cachera pas, là. Être élu, c'est une grande responsabilité. Puis en se demandant s'il y a même des élus qui reviennent année après année, il y a quelque part ça en vaut la chandelle. Il y a comme une certaine importance à s'impliquer parce j'ai vu des conseillers, des candidats, des maires se représenter élection après élection, des 2, 3, même 4e mandat. Mais même s'il y a une compensation financière, on fait pas ça pour l'argent. Qu'est-ce qui les motive justement à continuer en politique municipale? Écoute, Anthony, si je peux me permettre, je pense que c'est intéressant ce que tu dis et je pense que c'est un désir de s'impliquer dans sa communauté, d'avoir donc de mettre en œuvre une vision des choses, apporter des enjeux, des projets aussi qu'on veut réaliser à l'agenda, à l'ordre du jour pour le bien et le développement de sa communauté. Moi, c'est ce que je ressens quand je parle à tous les élus qui sont à l'œuvre présentement dans leur municipalité. Fondamentalement, elles ont le cœur à la bonne place et
ces personnes-là veulent le bien de leurs concitoyens et de leur communauté. Ça, à mon avis, c'est clair. Et tu l'as bien dit, on a fait un effort aussi, parce que c'était encore là une barrière des fois à l'implication des jeunes et des femmes. Donc, de travailler à augmenter la rémunération des élus municipaux. Donc, on a développé un guide à cet effet-là il y a quelques années qui a été utilisé en très grand nombre par plusieurs municipalités. Mais c'est certainement pas une question de rémunération parce que ça se compare pas, par exemple, à ce que peut gagner un élu au niveau provincial, mais aussi au niveau fédéral. Souvent, les gens vont cumuler un emploi à temps plein en même temps. Et vous l'avez bien mentionné tantôt, souvent quand on a des familles, des jeunes familles, donc ça demande des sacrifices. Encore là, c'est pour ça qu'il faut chercher des façons d'ajuster le fonctionnement des conseils, de trouver peut-être des bons moments pour tenir les réunions, pour tenir compte du rôle de la femme, du rôle des jeunes parents. Donc, je reviens à la question là. Donc, c'est à mon avis une question d'avoir un rôle à jouer et de chercher à améliorer le sort de ses concitoyens. Et il y a plusieurs élus aussi, ce qui est malheureux un peu, restent en place parce qu'ils ne voient pas de relève. Tu sais, des gens, il y en a qui disent, on dit il s'accroche. Des fois aussi, c'est parce que les gens sont satisfaits du travail, mais aussi c'est parce que les gens disent il fait une bonne job, ça fait qu'on va, on va pas se présenter ou. Mais en même temps, c'est bien du renouveau, c'est bien aussi de l'expérience, mais aussi c'est bien d'avoir des idées nouvelles, du sang neuf et certainement encore là une plus grande diversité. Lorsque on parle de gouvernance locale, vous disiez, Frédéric, c'est le gouvernement qui est le plus près des gens, dans tout que ce soit notre quotidien, mais aussi sur le terrain. On vit avec eux, ce sont nos voisins, ce sont nos collègues de travail, même dans une certaine mesure. Il y a un sentiment d'appartenance qui se développe, oui, à la municipalité, mais aussi envers ses candidats, ses membres du conseil, son maire aussi, ou sa mairesse. Christine, évidemment, on veut pas que les femmes deviennent nécessairement un token. Je pense pas que c'est l'objectif ici, mais l'objectif c'est de donner tous les outils pour s'assurer qu'on a une meilleure diversité au sein du conseil municipal, parce que j'imagine c'est pas ça qui manque auprès des femmes, le sentiment d'appartenance envers la municipalité, un défi stimulant, participer à un avenir meilleur. Je pense qu'on veut tous un avenir meilleur. Oui, exactement. J'aime beaucoup que tu as touché sur le fait du tokenism. C'est effectivement quelque chose qu'on peut facilement tomber dans si on parle justement de la représentation sans prendre en compte tout le système qui fait en sorte qu'il n'y a pas de représentation ou il y a une représentation faible des femmes en ce moment. Et je pense aussi que c'est intéressant qu'on entend souvent, puis ça c'est quelque chose qu'on entend dans tous nos projets qui touchent à la représentation, mais tu sais, il faut vraiment que les personnes soient candidates, il faut vraiment les avoir là parce qu'ils sont qualifiés, pas parce que c'est des femmes ou pas parce que c'est une personne qui est racisée puis on a besoin de cocher cette boîte-là. Puis on est absolument d'accord, évidemment, mais on se pose jamais cette question-là quand c'est 12 hommes à la représentation. Oui, c'est ça. Tu sais, l'inverse, c'est pas vrai. On va jamais dire, non, mais faut vraiment pas les mettre là parce que c'est des hommes. Il faut vraiment nous assurer qu'ils sont qualifiés. On questionne jamais ça. Ouais. Donc oui, tout à fait, c'est important de pas tomber dans le tokenism. Je pense que tu l'as touché exactement. Faut mettre tous les outils en place, tous les mécanismes en place pour favoriser la représentation des femmes. Ça veut dire des deux côtés. Je pense que les associations comme les nôtres ont une responsabilité de nous assurer que les outils sont disponibles. Les municipalités ont une responsabilité aussi d'eux-mêmes s'assurer qu'ils sont accessibles. Puis justement de offrir ce choix-là, cette option-là à peut-être des personnes qui l'avaient pas considéré. Une autre chose que j'aimerais mentionner aussi, c'est que c'est pas un problème de leadership. Tu sais, on sait, selon les statistiques, que les jeunes filles se présentent dans leur conseil scolaire dans une plus grande proportion que les petits garçons jusqu'à temps qu'on arrive au secondaire. Puis là, arrivé en 11e ou 12e année, on voit plus des représentations masculines. Puis l'arrivée à l'université, aux études postsecondaires, on voit presque seulement des représentations masculines. Puis le plus qu'on avance dans la vie, le moins de représentations féminines qu'on voit, le moins de diversité qu'on voit. Donc je trouve ça tout à fait intéressant de se poser sur qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de la vie,
qu'on arrête de penser à la représentation des femmes. Puis, comment est-ce qu'on peut peut-être aller chercher ces femmes-là et renouveler ce désir-là de faire une différence, de représenter les personnes qui les entourent et de s'impliquer dans sa communauté. Point très intéressant à la discussion qu'on a évidemment sur la gouvernance locale. Je dois dire que on a fait une très belle entrée en matière de gouvernance locale. J'ai l'impression qu'on a touché à plusieurs sujets aujourd'hui. On va laisser ça maintenant aux gens, à la maison ou au travail, peu importe où vous êtes présentement, d'aller s'informer, de prendre connaissance des différentes ressources, que ce soit au regroupement féministe du Nouveau-Brunswick ou à l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Il y a de nombreuses ressources disponibles dans le but de s'impliquer pour les potentiels candidats. Aujourd'hui, pour le premier épisode de la série de balados sur les élections municipales en 2021, j'accueillais Christine Griffin, qui est directrice adjointe au regroupement féministe du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à toi. Et à ses côtés, mais toujours à distance, je vous rappelle, on est tous à distance en raison de la pandémie de la COVID-19, Frédéric Dion, directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup, Frédéric. Anthony, tu me permets-tu une petite parenthèse? Oui, allez-y. On va évidemment lancer la campagne Pensez-y là au niveau pour solliciter les candidatures. Oui. Les dates importantes, 20 mars, c'est le début de la période de mise en candidature. Le 8 avril, c'est la fin de la période de mise en candidature. Donc, on a 3 semaines là pour justement présenter nos candidatures. Et après ça, le vote qui a lieu le 10 mai. Mais tous ces détails-là, on va les diffuser sur les plateformes. Et c'est évidemment disponible sur le site d'Élections Nouveau-Brunswick, ces informations-là plus en détail sur qui peut se présenter, c'est quoi les règles, comment ça fonctionne. Il faut aller chercher les 10 signataires. Donc, tous ces petits détails-là, on va les diffuser pour que les gens aient toutes les informations pour prendre une décision en connaissance de cause. Ben justement, l'invitation est lancée, je pense, Frédéric. Les gens pourront se diriger sur le site de l'Association francophone des municipalités et j'imagine aussi sur la page Facebook de l'association pour voir les différents éléments de cette campagne. On retient la date du 20 mars pour le lancement de la campagne Pensez-y. Ben voilà, c'est ce qui me fait à notre tout premier balado d'une série de 3 au sujet des élections municipales du 10 mai prochain. J'espère que la conversation d'aujourd'hui a piqué un peu votre curiosité. En tout cas, suffisamment pour poursuivre vos recherches et même peut-être considérer à poser votre candidature dans votre municipalité dès le 20 mars. Je rappelle la date. Vous pouvez aussi consulter le calendrier électoral sur le site web d'Élections Nouveau-Brunswick et on vous encourage à entrer en contact avec eux pour obtenir des précisions au besoin. Et de son côté, je le disais, l'association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick a rassemblé pour vous un éventail de ressources pour vous aider dans votre réflexion et des outils pour vous guider lorsque vous serez décidé à vous lancer. Mon nom est Anthony Hazard et au nom de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, je vous invite au deuxième balado parce que la politique municipale, pense-y.